Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT et aujourd'hui on part pour le tour du propriétaire du nouveau Peugeot 3008. Un 3008 qui change sur plein d'éléments, que ce soit sur le style, que ce soit sur son intérieur, que ce soit sur sa proposition de gabarit, puisqu'on parle d'un véhicule coupé, il y a une tonne de choses à dire dans des conditions qui très honnêtement vont être difficiles. Mais vous le savez, j'ai à cœur de vous en donner un maximum et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai le t-shirt pour nettoyer la chaleur, parce que je vais m'investir pour vous montrer cette voiture de la meilleure manière possible et ça commence maintenant. Et les amis, bien évidemment, nous allons commencer en parlant du faciès de ce nouveau Peugeot 3008. Et il faut le dire, il a changé de manière surprenante. On va évidemment parler de cette face avant particulière, mais avant ça, il faut qu'on parle un petit peu du capot parce que je suis assez surpris. C'est vrai que dernièrement, Peugeot nous a vendu de la puissance, notamment avec l'ancienne génération du 3008. On avait un capot qui avait amené quelque chose de très bien portant, assez droit, qui faisait du bien et ils l'ont un peu abandonné sur cette génération. J'ai vraiment l'impression qu'il tombe un peu trop tôt et que du coup, ça change un peu le caractère de la voiture et que ça lui donne un côté un petit peu plus doux que je n'attendais pas sur le 3008. Et en fait, après réflexion, je crois avoir compris un petit peu ce qui s'est passé parce que comme vous pouvez le voir, maintenant on a un petit bandeau qui vient se placer ici, mais surtout l'intérêt de ce bandeau, c'est de venir faire la jonction entre le capot et la face avant. Le truc qu'ils ont changé en réalité, c'est que on n'a plus le soft nose, vous savez, ce nez très droit qu'on retrouve d'ailleurs sur le nouveau Scénic, qui permettait vraiment d'avoir un capot relativement droit et qui d'un coup piquait un petit peu comme un faucon et qui donnait le caractère particulier de Peugeot que je ne retrouve pas ici, parce que clairement ici on sent de la puissance quand il y en a un petit peu moins sur le capot, ne serait-ce même que dans le travail de carrossage, on a vraiment l'impression qu'il est moins puissant que ce qu'on aurait pu avoir chez Peugeot, alors que regardez le capot du Scénic dans ma présentation, ils ont fait vraiment quelque chose de puissant comme le faisait Vidal. Et là, ça manque un petit peu. Vraiment, on a une chute de capot plus douce qui fait un petit peu de mal. Mais continuons à observer ce qui nous est proposé parce que maintenant que ce capot est un peu reculé d'une certaine manière, ils viennent le compléter avec ce fameux bandeau qui vraiment vient faire du remplissage pour faire la jonction jusqu'à la face avant. On a évidemment une nouvelle signature lumineuse qui est, comment dire, un petit peu particulière. J'aimerais savoir comment était cette voiture au départ, mais parlons-en. C'est des feux très fins qui manquent à mon sens un petit peu de dessin, mais qui viennent être complétés par les triple griffes qui continuent en partie basse dans vraiment un volume de carrosserie plutôt sympa pour faire la jonction avec cette grande calandre qui est immense et en même temps un petit peu arrondie. Vraiment, je suis assez surpris de la manière dont c'est fait parce qu'elle est très très large, mais cette rondeur qu'ils ont essayé de lui donner fait que, encore une fois, là où avant, par exemple, vous prenez 408, vous prenez même sur la nouvelle 208 ou sur 508, vous sentez cette volonté d'avoir un truc très agressif. Là, on sent que c'est peut-être un petit peu plus doux, un petit peu plus rond. Comme vous pouvez le voir, ça tombe de cette manière un petit peu gentillée, mais il y a quand même cette volonté de faire une face avant très verticale qui, évidemment, permet d'aider à la puissance. Parce qu'il faut le dire quand même, il y a un côté assez musclé à la voiture qui est assez appréciable. Je n'aime pas le travail sur la calandre, je n'aime pas la manière dont est fait le rendu, mais toujours est-il qu'il faut le dire, ça lui donne une identité qui lui est propre, même si honnêtement, ça fait peut-être un petit peu copie chinoise, entre guillemets. Je trouve que c'est pas aussi bien fait que précédemment, mais ce n'est que mon avis, vous faites ce que vous voulez. On peut noter évidemment que le travail de motif de cette calandre est agencé autour du logo Peugeot qui n'a pas le radar en son sein puisqu'il est intégré en partie basse et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Juste au-dessus de ce logo, on peut noter la présence de la caméra qui va aider à la vision avant, ça c'est le petit point à noter. Et puis après, si on prend du recul, ce qui me surprend un petit peu, c'est de noter à quel point en partie basse, c'est travaillé de manière assez simple, un petit peu comme sur l'ancienne génération de 3008, avec des entrées d'air ici, des petits radars ici et surtout le gros radar pour tout ce qui va être régulateur adaptatif, etc. Et en fait, pourquoi il est intégré ainsi? D'après ce que j'ai compris, c'est pour une histoire de coût. Et évidemment, sur Peugeot 308, le radar était intégré dans le logo, mais tout simplement parce que la face avant est moins épaisse et vous avez moins matière à travailler, sauf qu'en réalité, intégrer un radar dans ce logo coûte cher et en plus en termes de mise au point, de paramétrage, c'est compliqué de faire en sorte qu'il soit parfaitement efficace. Vous verrez même sur Golf 8, dans le facelift, ils reviennent à un radar de cette manière. C'est, de ce que j'ai compris, la raison de ce choix. Après, vous avez encore une fois une finition en noir laqué qui vient faire contour de ce petit pseudo sabot qui est le côté SUV de la voiture et un petit insert gris mat qui vient créer du contraste et donner un petit peu de caractère à la voiture qui aurait mérité une petite lame ici pour un côté un peu plus sportif, même si ce n'est pas réellement une sportive. Ce
qui m'embête un petit peu, c'est vraiment la contradiction entre cette partie haute un petit peu gentille et ici, ce travail où tu as l'impression qu'ils se sont dit ouais mais maintenant notre capot il est un peu doux, faut qu'on mette de la violence quelque part, et ben on va étirer la calandre comme pas possible, on va mettre de la violence dedans, on va mettre des grosses griffes parce que c'est plus Gilles Vidal. Et du coup je suis un petit peu mitigé sur cette partie qui à mon sens aurait pu être faite avec plus de direction tout droit, tu vois, comme l'OM. Droit au but quoi. Et là j'ai l'impression qu'il y a eu des chemins de traverse, il y a eu des réflexions, il y a eu des changements en cours de projet qui font qu'on est sur un travail de rattrapage qu'ils ont essayé de cacher aussi bien que possible, mais qui fait qu'on manque un tout petit peu, à mon sens, ce n'est que mon avis, tu te calmes, d'homogénéité, mais c'est la face avant du nouveau Peugeot 3008. Et globalement, ce qui est cool sur le profil, c'est que tu sens qu'il fallait être dans la bonne mesure. On a le côté fastback à l'arrière et surtout un bloc plutôt puissant ici. Tu vois, c'est massif, ça fait du bien. En zone centrale, ils en ont pas trop fait. On a quand même une ligne de carrosserie ici qui fait plaisir, qui donne de la violence. Et aussi le point que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'ils sont venus enlever les lécheurs de vide, qui vient donner, c'est Mathias Ossan qui nous l'a dit, mais un côté plus classe à la voiture. C'est un détail, mais ça purifie un petit peu le profil de la voiture. Si on regarde du côté des jantes, parce qu'évidemment on doit en parler, comment vous dire, honnêtement, je ne suis pas spécialement fan du rendu. Alors, à choisir, je pense que il n'y a pas beaucoup de clients qui vont se lancer. Ils tentent des choses et certainement que comme elles sont plutôt pleines, mais qu'ils essayent de le cacher, ça permettra d'optimiser un petit peu l'autonomie parce que sur la version la plus puissante, on parle de 700 km d'autonomie. Mais franchement, en termes de rendu, je ne suis pas complètement fan. Comme on est sur une version GT, notez la présence du badge Peugeot sur l'aile avant. Vous aimez pas, c'est votre problème. Mais moi, ce qui me manque un petit peu par rapport à la génération précédente de Peugeot, c'est la puissance qu'on avait ici. Le travail pour venir marier le capot et l'aile latérale qui avant avait une petite arête ici qui était toute bête, qui était un peu copiée sur Range Rover, mais qui venait apporter du caractère à la Peugeot, au Peugeot 3008. Et là, je trouve qu'il en manque un petit peu. Évidemment, version SUV, on a des passages de roues un peu marqués. Ici, en noir brillant, on a un travail de carrosserie inversée pour mettre encore en valeur ce passage de roue. Mais globalement, ils ont essayé de ne pas trop en faire. Le point quand même qui est assez cool aussi sur le profil, c'est que dans la continuité de la génération précédente, on garde cette petite ligne qui remonte tout au-dessus de toi, qui d'ailleurs presque le fait flotter un petit peu, et qui vient à l'arrière mettre en lumière le côté fastback avec un toit très profilé et une sorte de spoiler. Vraiment, c'est tout bête, c'est tout fin, mais ça permet vraiment de mettre en valeur le côté fastback de la voiture et ça, j'apprécie. Par contre, on peut noter qu'en termes de finition, ils ont certes enlevé les lécheurs de vitres en partie basse des fenêtres, mais en partie haute, je trouve que la finition laisse un petit peu à désirer. Ça, c'est le petit point dommage. Mais globalement, les amis, ce profil, je suis un petit peu mitigé parce que vraiment à l'arrière je trouve que ça marche bien et à l'avant je trouve que ça manque un peu de caractère et il aurait fallu un petit peu plus d'homogénéité, un petit peu plus d'équilibre pour que ça fonctionne parfaitement, même si il faut le dire, dans l'ensemble je trouve que le rendu est pas inintéressant et un petit peu novateur. La question c'est pourquoi le Peugeot 3008 coupé n'arrive que maintenant alors que ça aurait dû être fait sur la génération précédente. Les amis, bien évidemment, parlons un petit peu de l'arrière. Et c'est super intéressant. Déjà, j'ai demandé à Adrien de vous le prendre de profil pour une raison simple, c'est que vous voyez à quel point, en comparaison avec l'avant, c'est puissant, costaud, compact. Et on avait une question qui se posait, c'était est-ce que cette pointe de coffre était peut-être un peu trop haute? Et en réalité, très honnêtement, je ne sais pas comment ils ont réussi, si c'est le côté fastback de la voiture qui fait que même si ça paraît haut parce qu'ils veulent garder du volume de coffre, en rendu, ça marche plutôt bien. Il faut quand même être réaliste, c'est plutôt mûr. Ici, c'est très mûr. Le point que je dois noter par contre, c'est qu'on a l'impression, en fonction des angles, qu'on est sur une 408 sur laquelle ils se sont dit mince, c'est beaucoup trop long une 408, il faut qu'on tasse tout ça. Mais dans l'ensemble, quand même, je dois le dire, ma partie préférée, c'est vraiment l'arrière parce que c'est ce que j'attends d'un 3008. Il y a ce côté puissant. On a évidemment cet effet fastback, cette vitre latérale qui a un tout petit espace pour vous laisser passer de la lumière, mais globalement vous pouvez voir qu'ils ont aussi laissé l'occasion à la voiture d'avoir une sorte d'épaulement arrière qui, même si comme je vous le dis le popotin est plutôt haut, donne l'impression d'être posé et c'est assez fort. Si on parle globalement de ce que propose la voiture, je suis assez surpris parce que c'est dynamique, surtout qu'ils ont réussi à pincer un petit peu la zone d'habitabilité, donc ça marche plutôt bien. Ils ont essayé de remonter un petit peu le bout du coffre pour avoir cet effet un peu béquet et globalement c'est stylé sur la partie haute, notamment avec l'effet fastback. Par contre,
Ce qui est un petit peu problématique, c'est vraiment ici où, comme je vous le dis, on a ce côté mûr et surtout un manque de travail dans le carrossage de la voiture sur cette zone qui fait que c'est un petit peu triste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Peugeot. Si on parle un petit peu signature lumineuse, je dois le dire, je suis un petit peu déçu. Pour une raison simple, c'est que habituellement, si vous prenez par exemple la 308 et peut-être même la 408, il y a un travail de finesse chez Peugeot qu'on ne retrouve pas totalement dans ces feux-là. Ils ont essayé de mettre ce côté triple griffe et d'y mettre une sorte d'indentation. D'ailleurs, certains m'ont dit que ça fait penser au Tucson ou au Mustang Mach-E, mais ça manque un petit peu d'élégance à mon sens par rapport à ce que nous propose Peugeot habituellement. Le truc par contre qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment travaillé dans la carrosserie pour mettre en valeur ce feu, ce qui fait que malgré tout, il marche plutôt bien. Comme vous pouvez le voir en partie haute, il est légèrement enfoncé et pareil, le fait que l'aile arrière ressort un petit peu en dessous vient vraiment poser la voiture et ça donne du style, ça c'est le point cool, mais le feu en lui-même, à mon sens, manque un petit peu d'amour. On retrouve ensuite le fameux bandeau Peugeot que l'on voit sur des véhicules Peugeot depuis des années, sauf que maintenant, en lettrage, on a Peugeot, on l'a vu sur les facelifts récemment. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'ils sont venus cacher un troisième feu stop ici. Quand il est allumé, c'est assez sympa et quand vous passerez la main ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite découpe qui vient mettre un peu d'élégance sur la voiture. Par contre, comme je vous l'ai dit, mon problème, on est sur une version i3008, ça c'est plutôt bien placé, mais regardez-moi ce gros pan de carrosserie qui manque cruellement d'amour. J'y ai regardé. En réalité, par exemple, si on regarde sur 408, c'est proposé de manière différente puisque on a toute une découpe dans la carrosserie qui laisse la place à la plaque d'immatriculation. Plaque d'immatriculation qu'ici, ils sont venus placer dans le pare-choc en partie basse. Ce qui fait que là, vraiment, c'est très costaud, alors qu'avant, Peugeot avait tendance à nous faire des grosses découpes assez sympathiques ici qui vraiment aidaient à donner un peu de caractère. Évidemment, parce qu'il faut pouvoir ouvrir le coffre, on a une petite ouverture ici qui laisse juste passer les doigts. Vraiment ça m'amuse parce qu'ils ont dû passer du temps à se dire est-ce qu'on met 4 ou 5 mm. En tout cas, ça marche plutôt bien, c'est discret. Et ensuite, et ça c'est le point qui est assez sympa, c'est le pare-choc en partie basse. Ici, comme on est sur des finitions haut de gamme, il est en noir brillant, mais globalement dans le dessin, il est vraiment bien fait. Plutôt musclé, il ressort légèrement, ce qui évidemment aide un petit peu à donner du caractère à la voiture, Dieu merci. Moins que sur la 408, ça fera plaisir à certains. Et on peut voir qu'en termes de traitement, c'est quand même mieux fait. Notamment parce qu'en plus, ils viennent intégrer la fameuse plaque d'immatriculation en partie basse plutôt qu'en partie haute. Les catadioptres, merci la vie, sont petites, pas comme sur 308 et globalement ils ont essayé quand même de mettre un petit peu de traitement soigné, donc on a un dessin façon diffuseur qui est plutôt sympathique. Donc ça c'est le point qui est assez appréciable. Globalement je dois le dire, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus, je vais être honnête, surtout que si on regarde en partie haute, j'ai failli oublier de vous en parler, la chute de toit est plutôt bien faite. Ça fait très 408, on a évidemment sur le béquet ce système d'oreille de chat qui donne un côté dynamique à la voiture, qui lui donne vraiment ce rendu sportif, et en plus qui est accentué par le fait qu'en partie centrale, ils sont venus découper dans le toit et laisser passer l'air en fait. Et ce qui est amusant, j'ai essayé de vous le montrer en détail, mais en fait, quand on passe la main là, et surtout on le voit en réflexion, on a des petits picots. Alors je ne sais pas s'ils ont un vrai avantage, vous pouvez y aller madame, vous en faites pas, un vrai intérêt d'un point de vue aérodynamique, mais il y a des petits picots ici, et ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous en auront parlé, mais moi je le fais. Mais globalement les amis, Adrien, est-ce que tu peux te mettre pleine face que je leur montre un petit peu? Globalement je dois le dire, à part cet effet mur, parce que là clairement, si la voiture te rentre dedans, elle t'envoie directement, il n'y a pas elle t'avale dessous, non tu t'en vas. C'est à mon sens l'angle qui marche le mieux sur le 3008. C'est pas l'angle le plus gracieux quand on le prend de pleine face, mais honnêtement en mouvement je pense que ça va attirer l'œil et Dieu merci Peugeot d'avoir mis quelques éléments ici qui viennent poser la voiture, lui donner un petit peu d'appui latéral, vous voyez vraiment, et faire en sorte que ça se dégage un petit peu et que ce soit pas un truc monobloc. Là, il y a vraiment un travail de facettisation, j'invente des mots, qui, à l'inverse de l'avant, donne de la puissance au Peugeot 3008 de nouvelle génération, et heureusement parce que sinon on se serait un petit peu ennuyé en comparaison avec ce qu'il se fait à l'avant. Et les amis, ça y est, on va parler de l'intérieur du nouveau Peugeot 3008 avec le nouvel iCockpit. Et je vous le dis tout de suite, il y a une tonne de choses à dire. Le premier point qui est vraiment cool, c'est qu'on est dans la continuité de ce qui nous avait été proposé avec le 3008, mais on est aussi dans la continuité de ce qu'on a eu dans 308, 408, avec un tableau de bord qui évolue et honnêtement qui montre à quel point chez Peugeot ça travaille sur ses intérieurs et franchement ils font partie des meilleurs parce que vous avez notamment cette nouvelle grande dalle, je crois qu'on parle de 21 pouces, qui clairement je pense fait partie des meilleurs
intégrations du marché. C'est-à-dire que sérieusement, regardez comment c'est positionné en flottaison et sans disruptivité. Je ne sais pas si ce mot je peux me le permettre, mais il n'y a pas ce côté écran séparé. On a vraiment l'impression d'avoir une seule DAD. À savoir un truc, c'est que sur les versions un petit peu plus bas de gamme, il y aura un écran un petit peu moins sexy. Clairement, je le sais, et vous pourrez le voir. On est vraiment sur une évolution de ce qui nous a été proposé dans la 308. On a toujours le petit écran en partie basse qui vous permet d'avoir accès au high toggle. Ensuite, ce qui va se passer et qui est assez intéressant, c'est que ici, vous avez une zone qui va vous permettre de placer votre téléphone en charge en induction, un peu comme sur 308. Et à la base, quand je suis monté dans la voiture, intuitivement, je pensais que c'était ici. Sauf que non, ce n'est pas ici. En réalité, ici, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'avoir un rangement avec 2 ports USB type C, la prise allume-cigare et un rangement assez conséquent. Et ça, c'est pas mal du tout. En termes de finition, c'est vrai que le plastique ici n'est pas incroyable. Après, ils ont mis quand même le soin sur les matières parce qu'il y a des tissus chinés un petit peu sympathiques. Regardez aussi le travail sur les éclairages d'ambiance, que ce soit ici dans la zone de charge à induction, ici dans la zone de rangement ou ici dans ce long profilement du tableau de bord qui enfin profite pleinement d'un éclairage d'ambiance digne de ce nom parce que sur 308 c'était vraiment limité. Il y a une volonté de vous en offrir pas mal. Maintenant, on parle de la réalité des choses, c'est que je me sens vraiment à l'étroit. Moi j'ai un corps volumineux, en plus aujourd'hui il fait chaud, est-ce que je peux ouvrir ma fenêtre? Oui, vraiment, je me sens à l'étroit dans la voiture. Il y en a partout, punaise, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'être dans une voiture de course tellement il y a de la matière partout autour de moi et en plus comme le siège est très rembourré, très remonté, retourné vers les épaules, j'ai vraiment l'impression d'être dans un cockpit très fermé. Et ça, c'est un petit défaut de la voiture. Surtout qu'ici, on est sur une version avec le toit ouvrant, Dieu merci. Visuellement, quand même, ça a un peu de gueule, même si je dois le dire, parce que vous le savez, on a le fameux système avec le petit volant. Je trouve qu'il faut monter et descendre son volant pour voir l'écran. Vraiment, on a toujours cette histoire de position. Après, c'est un SUV. Dans l'idée, tu conduis un minimum haut. Et d'ailleurs, je crois même qu'il faudrait que je monte encore un peu si je veux voir le bout de mon capot. Le bouton de démarrage est ici. Ils ont également passé les sélections de mode de enfin pas de conduite, mais marche avant, marche arrière ici, le sélecteur. Moi, je suis pas un grand fan quand il est placé sur le tableau de bord. J'aime quand il est ici, tout simplement parce que quand tu manœuvres, quand tu dois passer marche avant, marche arrière sur par exemple un demi-tour, c'est bien plus pratique quand c'est ici. Ils ont enfin changé, Dieu merci, le bouton Drive Mode. Ça fait plaisir. Merci Peugeot. Et après, on a des petits raccourcis façon touche piano, mais mise à jour ici, qui vont vous permettre d'avoir le désembuage arrière, couper la clim, mettre la clim au maximum, des petits éléments facilement utilisables à portée de main. Et globalement, honnêtement les amis, je trouve que l'intérieur est une proposition qui est plutôt cool, moderne et vraiment à part. Là, sur ça, ils sont très forts. Et on doit aussi parler d'un truc, c'est cet écran tactile. Là, j'ai sensiblement réglé le siège pour moi et j'avais peur qu'il soit trop loin des mains. Et honnêtement, c'est pas si mal fait. Par contre, à mon avis, tu te mets en position passager, cet écran ne t'est absolument pas dédié. Il est vraiment tourné vers le conducteur. Et ça, c'est un point qu'il faut noter, c'est important. Et j'allais oublier de vous parler, porte-globe est placé ici et on a toujours, et on sent que vraiment il commence à optimiser parce que pour aller ouvrir, il y a vraiment une toute petite découpe. Je mets mon doigt et là, j'ai accès à un rangement qui est assez conséquent. Je crois qu'en plus, d'après ce que je vois, il est potentiellement réfrigéré et pour le coup, il est très volumineux. J'ai une caméra quelque part qui techniquement me permet de vous le montrer et vous voyez que vraiment, pour le coup, ça c'est cool. Il est vraiment volumineux avec un grand accès. Ça, c'est du bon point Peugeot. On apprécie. Frein de parking ici. Il y a un petit bouton de volume, mais également qui vous permettra de muter la musique si vous le souhaitez. Ça, on apprécie. Et pour vous parler du volant qui est particulier et d'autres éléments, notamment interface tactile, tout ça, on change d'angle maintenant. J'ai trop chaud. Bon, on regarde aussi le multimédia, c'est globalement, il faut le comprendre, une évolution de ce qu'on a dans 308 et 408 avec le système iCockpit. Donc, il n'y a pas d'affichage tête haute dans le pare-brise parce que chez Peugeot, l'affichage tête haute, c'est ça. Cet écran, cette grande dalle flottante, vraiment, elle a de la gueule et vous allez pouvoir, derrière le volant, personnaliser ou modifier en tout cas les affichages. Regardez, on a des nouveaux commodos. Si j'appuie dessus, ça me permet de changer les affichages. Les graphismes sont toujours très cool chez Peugeot. Vraiment, ils bossent là-dessus et ça fait plaisir. Et puis, en partie centrale, vous avez ce fameux écran tactile. En termes d'interface, clairement, ceux qui ont vu ce qui était proposé avec le nouveau système, vous reconnaissez, c'est clairement le même. Je crois qu'il n'y a pas de grosse évolution à noter. Et d'ailleurs, d'après les retours que j'ai eu des copains, il y a des bugs. Il est lent, il est très lent. Oh, il est lent. Oh, il est lent. Ils ont changé 2-3 graphiques, je crois, mais le système est globalement pas très rapide. Et pour une voiture de nouvelle génération, c'est un petit peu embêtant. Je teste. Regardez les temps de chargement. Clairement,
c'est compliqué. Pour le moment, je vais être honnête, je trouve qu'en termes de rapidité, là, le système, il n'est pas du tout au point. On verra sur les versions finales, mais c'est pas du tout au point. Même si, en termes d'interface, franchement, il faut le dire, ça a de la gueule. Il me semble que si je fais ça, j'ai accès à des petites notifications, vous voyez notamment des raccourcis ici, et globalement, le système est visuellement sympa à utiliser, c'est plus compliqué. Vous avez le bouton Home qui est placé dans l'écran tactile en partie basse. Si j'appuie dessus, théoriquement, je suis déjà sur la Home, mais admettons que je sois là et que j'appuie dessus, ça me ramène à la Home. Là, c'était rapide, c'est plutôt cool. Et vous allez avoir les fameux iToggle qui vous permettent de personnaliser des raccourcis en fonction de vos besoins. Nouveauté du 3008, vous avez la possibilité de swiper pour avoir plus de raccourcis. Je viens de leur refaire la mention. J'aurais voulu swiper encore un coup et avoir toute une page de contrôle de clim passée ici. Parce qu'en fait, j'ai pas envie quand je conduis de passer dans cet écran. Admettons que je veux y aller dans la clim, ça va pas marcher. Comment on va dans la clim? Admettons, regardez, on teste ensemble. Je vais essayer d'aller dans la zone de climatisation. Si je la retrouve, vous voyez que le système est une petite galère. Si je clique là, ça marche pas. Bref, je voudrais pouvoir le faire ici parce que je suis en train de conduire, je suis positionné, mon coude est placé, donc je suis stabilisé et je peux utiliser cet écran très facilement. Il faudrait qu'ils profitent plus de cet écran. Ils viennent de le faire un tout petit peu plus avec ce swipe. Ils doivent aller plus loin parce que là, en plus, vous allez voir, ça bug, ça m'amène même pas sur la zone climatisation. Il y a encore du travail, à mon avis, sur ce système. Mais globalement, les amis, je me sens plutôt bien, mais peut-être un peu confiné. Et on va parler aussi du volant, parce qu'il y a un petit problème à mon sens. Le but, c'est de faire Ils ont modernisé le volant. Donc, on a toujours le système de petits volants qui gêne un petit peu la vision sur l'écran. Je dois le dire, en fonction de votre gabarit, ça va vous embêter. Et surtout, ils ont voulu faire un volant un petit peu plus stylisé. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont modifié les boutons avec... Je sais pas ce qui... avec des... Pardon, je sais pas ce qui se passe. Avec une modification des interfaces boutons qui font un petit peu cheapos façon Golf 8 parce qu'en fait, ça fait comme si c'était des boutons tactiles, sauf qu'en fait, ils sont physiques, donc clic-lab. Et le ressenti, écoutez, vous entendez ces touches plastiques qui sont pas très charmantes. Franchement, en finition, on dirait un jouet, j'aime pas beaucoup. Surtout que le but du jeu, ça a été un peu comme le fait Skoda, venir découper autour du moyeu central pour le mettre en voleur, pour lui donner un côté flottant comme ils le font sur la dalle au-dessus du volant. C'est cool, sauf qu'en termes de finition, regardez-moi ce moyeu central, ça fait un petit peu cheap, mauvaise qualité, ou plutôt qualité bas de gamme plus que mauvaise qualité, et du coup c'est pas très joyeux à voir. En tout cas dans ma première découverte, peut-être que quand on prendra la route avec la voiture, je vous dirai c'est ok, mais globalement je trouve que ça fait un petit peu plastique, un petit peu joué, et que au final la volonté de mise en valeur n'est pas totalement réussie. Et c'est un petit peu dommage, ils étaient sur une direction qui était assez intéressante, et après en termes de... Alors, je vais être très honnête, j'ai l'impression que tout ne fonctionne pas dans la voiture aujourd'hui. Il y a des bugs, il y a clairement des bugs, j'espère que ça ira mieux après. Mais vraiment, l'interface est top, la réalisation nécessite des optimisations. Mais vraiment, n'empêche, ce nouveau tableau de bord et le système multimédia, il a de la gueule quand il marche. Parce que là, il ne marche pas, oh, Dieu faux. Mais il y a de l'idée, il faut optimiser. Et les amis, on va checker un petit peu côté passager comment ça se passe. Parce que je vous avais dit sur Scénic que je me sentais un petit peu haut dans les pieds. Et Peugeot m'a dit qu'ils avaient un petit peu optimisé pour qu'on ait une sensation un petit peu plus basse au niveau du plancher. Je me sens toujours un petit peu haut, vraiment. Regardez, mes jambes sont un peu hautes. Le plancher paraît un peu haut. Alors, d'ailleurs, en termes de passager, regardez, positionnement des pieds. Positionnement, alors cet écran, je peux totalement l'utiliser. Par contre, les amis, comment cet écran n'est pas pensé pour moi. Oh là là, la souffrance du passager s'il va devoir passer par là. Oh, ça va être compliqué. En roulant, en plus, il a un curvé côté conducteur. Oh, la souffrance que ça va être. Ça, c'est problématique parce que c'est très beau pour le conducteur, pas du tout adapté aux passagers. Et évidemment, cet écran iToggle qui tombe parfaitement sous ma main, je ne peux pas en profiter pour aller plus loin dans l'utilisation de la voiture. Ça, c'est un point dommage. Par contre, on prend 3 secondes pour parler de l'éclairage d'ambiance qui vraiment, ça, c'est trop bon. Hein. La manière dont il traverse cette plaque d'aluminium et fait toute la longueur du tableau de bord, ça déboîte. On peut aussi regarder les aérations qui, en sensation, c'est très très plastique, c'est dommage. Waouh, la sensation fait vraiment pas très solide, ça c'est un peu dommage. Et l'autre point que j'ai noté, c'est quand on touche ici. Alors, quand tu passes la main, c'est sympa ce petit tissu, mais écoutez, vous entendez cette matière qui fait pas très qualitative? Je dois le noter, c'est un petit peu dommage. Et les aérations, alors en termes de flux d'air, je peux pas vraiment tester, mais vraiment par contre, ça, en sensation, la matière là, on dirait que si vous faites un faux mouvement, ça part. Et c'est un petit peu dommage, même les plastiques sont pas incroyables en sensation. Et surtout, ce que je trouve dommage, c'est que là,
Vous entendez, ça c'est pas top en ressenti. Mais vraiment ce qu'il faut noter, c'est la distance avec cet écran tactile. Passager, n'essaye même pas. N'essaye même pas. Et on peut aussi regarder côté contre-porte. Alors, vraiment, l'intégration de ce tissu, c'est trop bien parce que ça monte un petit peu la chaleur de la voiture. Plaque d'aluminium là qui laisse passer la lumière ou qui la réfléchit. Effectivement, le bandeau de LED, il est là. Ça, c'est top. Franchement, ça, de nuit, je pense que ça aura vraiment de la gueule. Après, on touche un petit peu en matière. Ici, c'est assez simpliste. La poignée de porte n'a pas l'air d'être mise à jour. C'est un peu dommage. On prend la porte pour l'ouvrir et la fermer de cette manière. Ouh, accoudoir moussé. On n'est pas comme sur le nouveau Renault Scénic. Regardez, là, écoutez. C'est un petit peu moussé, ça fait plaisir. On a de la petite surpiqûre et après, on économise de l'argent avec un plastique relativement simple. Mais ils ont mis de la feutrine dans le vide-poche. Et moi, dès qu'il y a un peu de feutrine, je suis content, même si j'ai chaud. Et j'aimerais qu'il y ait la climatisation un peu plus forte pour les conditions de tournage difficiles du jour. Mais vous avez les informations contre-porte. On est au cœur de l'information. On continue dans la chaleur et la bonne humeur. Alors, les amis, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même compliqué. Alors, il faut saluer les efforts de Peugeot. Adrien, prends un peu de recul pour que je leur montre à quel point ils se sont battus. Ça se sent tellement pour faire en sorte que cette découpe soit la plus grande possible. Et heureusement, parce que honnêtement, on sent quand même qu'on est à l'étroit. Il y a une sensation de confinement. Je vais tenter un truc. Les enfants seront contents, on peut blesser la vitre. Oh ouais, il y a vraiment une sensation de confinement qui est quand même assez conséquente. Je réouvre la porte, Adrien. En fait, le truc, c'est que regardez à quel point le montant vient tomber un petit peu juste à hauteur de votre tempe pour que ce soit un peu désagréable. Le toit, pareil, il est juste au-dessus de votre tête. Et moi, je fais 1m73. Hein. Tu es à 1m80, tu te sens pas très bien. Et pareil, à l'arrière du siège, Adrien, suis-moi, on a vraiment une sensation qu'ils ont essayé de faire en sorte d'avoir un siège confortable, mais découpé de la manière la plus optimale et heureusement un petit peu soulevé pour que je puisse glisser mes pieds dessous, qui fait que faut pas être trop volumineux. Moi, pour le coup, je suis un peu volumineux de corps et je me sens un petit peu à l'étroit, très honnêtement. Alors, j'ai pas envie de faire un long trajet ici. Ils ont même mis un petit peu de lumière comme sur le tableau de bord à l'arrière du siège parce que je pense qu'ils sont au courant que ça manquait clairement de luminosité. Là, pour le coup, il manque un intérieur clair. On n'en a pas vu aujourd'hui, peut-être que c'est dispo sur la version Allure, mais c'est très étroit. C'est très étroit et c'est clairement moins familial que précédemment. Là, il n'y a pas de doute. Regardez à quel point cette vitre qui paraît immense, en fait, vous donne un accès tout rikiki, mais vraiment tout rikiki. Mais vraiment, tu sens qu'ils se sont dit, il faut quand même qu'on leur mette un peu de lumière. Quand sur 408, je crois que cette vitre n'est pas véritablement transparente. Alors, vous serez également heureux de savoir que en partie centrale pour les passages arrière, vous avez maintenant une petite zone liée au siège chauffant qui est un petit peu plus stylisé. Je ne comprends pas comment ça marche, mais vous voyez qu'ils ont soigné un petit peu par rapport à la version précédente. On a 2 ports USB et une prise allume-cigare à l'arrière. Et désolé si ça manque un peu de lumière, mais c'est compliqué aujourd'hui. Il faut aussi que je vous dise qu'il y a une boîte à lunettes, sauf qu'en réalité, je voulais vous parler de ce fameux toit ouvrant. Le petit point sympathique, c'est qu'il est rétro-éclairé sur les pourtours. Alors, je pense que ça fait une petite ambiance sympa. Vous avez 2 boutons, un qui est dédié au volet, évidemment, c'est pas le bon, juste au volet, et un autre qui va être dédié à l'ouverture. Et alors en ouverture, on va regarder un peu ce que ça donne. C'est pas une très grande ouverture. Vous voyez, on a une largeur limitée. Je peux rabattre complètement le volet si je le souhaite pour optimiser la lumière dans cet intérieur très sombre. Et heureusement qu'ils y ont pensé. Et après, moi en passager, clairement quand je suis au volant, j'en profite pas du tout, je le vois pas dans mon champ de vision. Ça, c'est toujours le truc un peu dommage. Mais du coup, aussi, sachez que vous pouvez fermer le volet à moitié quand le toit est ouvert. Voilà, ça, c'est de l'information au cœur de l'enquête. Clairement, je vous ai dit. Et les boutons, après, sont pas tactiles. Donc ça, c'est un bon point. Et pour fermer, je rappuie un coup. Et c'est fermé. Et bien évidemment, au cœur de l'information, on parle clignotant. Et je les découvre en même temps que vous. Et ok, ils ne sont pas défilants. Je sais, là, il y a des gens qui sont tristes, mais c'est quand même cool de voir qu'ils prennent l'entièreté de la nouvelle signature lumineuse. Triple griffe dans le bloc en haut et aussi dans les griffes du pare-choc avant. Ça fait plaisir. Et maintenant, petite surprise, on va voir derrière. Vous pouvez aussi voir dans le rétroviseur que le clignotant est évidemment répété. Et attention, surprise, qu'est-ce que ça donne à l'arrière ? Ouais, c'est pas incroyable, c'est pas défilant non plus pour ceux qui aiment. On a une répétition à 3 griffes qui vient compléter l'identité lumineuse du feu arrière. Vous avez l'info.
On passe à l'iPhone et on parle du coffre qui est motorisé. Ça fait plaisir. Alors, en termes de volume, d'après ce que m'a dit Adrien, et peut-être qu'il se trompe, on serait sur le même volume que la génération précédente avec 520 litres de coffre, ce que vous ne voyez pas là, parce que forcément, comme ils ont essayé de garder du volume mais qu'il y a des batteries, ils doivent remonter le plancher, mais quand on soulève cette plaque, on peut voir quand même qu'il y a un petit peu de volume. Alors, le truc, c'est que je regarde s'il y a un peu de rangement. Visiblement, il y a de quoi avoir une galette. Et après, en termes de modularité, je regarde si je peux, à partir du coffre, rabattre la banquette arrière. Je n'ai pas l'impression que je puisse le faire. Et si je ne peux pas le faire, eh ben c'est un peu nul. Et je ne crois pas qu'on puisse, visiblement. Par contre, vous avez une prise allume-cigare, une lumière LED placée ici en position haute. Et c'est un bon point qu'elle soit en position haute parce que ça évite qu'elle soit obstruée par exemple, vos courses quand vous la mettez et que vous n'ayez plus de lumière s'il fait nuit. Et par contre, on ne peut pas rabattre la banquette depuis le coffre. Sérieux ? C'est nul. Sachez qu'il y a une petite bombe plastique ici. Voilà, je vous donne des informations clés. Mais il n'y a pas de... C'est trop nul. Alors aussi avec ce plancher, ce que vous allez pouvoir faire, c'est le mettre en position basse. Là, il me semblait que... Ah si, regardez, comme ça. Hop, là, je peux le mettre en position basse. Et là, vous avez le volume de coffre. C'est pas non plus incroyable, mais honnêtement, on sent que pour la version coupée, ils ont quand même réussi à optimiser. Il y a quelqu'un qui a mis de l'eau dans le coffre, là, c'est n'importe quoi. Mais le volume, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez voir aussi qu'ils ont essayé de faire en sorte que ce soit le plus large possible. C'est pas si mal. Je vais, pour vous, en direct, rabattre la banquette pour voir ce que ça donne. Et effectivement, du coup, je dois le faire depuis le coffre, c'est nul. Enfin, depuis les places arrière. Donc, je rabats. On n'a pas un vrai plancher plat. Je décroche, je désengage. Et là, on a le volume de coffre global qui est acceptable, sans plus. Pour une voiture électrique, allez voir chez Tesla, il y a quand même beaucoup plus de place. Ça, c'est le petit point un peu dommage, même si, évidemment, il y a un peu de volume. Vous avez l'information. Alors, le monsieur du montage pour la partie motorisation, parce que j'avais fait des images là-bas avec la nouvelle plateforme électrique, ça a foiré. Donc, il y aura 3 versions électriques, c'est-à-dire 210, 230 et 320 chevaux 4x4, avec 2 batteries disponibles, 73 kWh pour la version 210 et la version 320 chevaux 4x4, pour une autonomie de 525 km tout court. Et on aura également la version 98 kWh, pour une version grande autonomie avec le moteur de 230 chevaux qui permettra d'avoir 700 km d'autonomie. Et ça, faudra tester parce que si c'est réel, c'est assez surprenant. Pour ceux qui seraient intéressés par une motorisation un petit peu plus classique, il y aura la micro-hybridation 48 volts sur le 1 litre de PureTech 136 chevaux qui est déjà disponible sur le nouveau 3008 tout récemment. C'est un moteur PureTech qui est mis à jour avec plus les problèmes de courroie a priori. Et enfin, d'après l'Argus, il y aura également une version 195 chevaux plug-in hybride, donc hybride rechargeable, qui offrirait une batterie de 23 kWh si je vous dis pas de bêtises, ou 21 kWh pour 80 km d'autonomie 100% électrique annoncée. Alors après, il va y avoir des échelonnements sur les arrivées de chaque motorisation. Les prix, parce que je sais, vous allez me parler de tarifs, combien ça coûte, etc. Ça va coûter des sous. On va frôler, même passer les 40 000 € de base. Et en fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que les prix seront disponibles à partir du 2 octobre 2023. Rendez-vous bientôt et peut-être qu'on en parlera. Bref, les amis, on passe au débrief de cette rencontre avec le nouveau Peugeot 3008. Des bisous. Bon, les amis, on arrive à la fin de cette découverte un peu trop sport. Et honnêtement, Peugeot, si vous arrivez jusque-là dans la vidéo, donnez-nous plus de temps. Certains médias ont eu la chance d'avoir des pré-exploitations. Et surtout, le but du jeu, c'est de montrer de la meilleure manière possible vos véhicules aux potentiels clients. Donc, arrêtez de nous mettre dans des conditions difficiles. C'est vraiment un petit peu embêtant pour être honnête. Maintenant, on va juste parler de la voiture parce que c'est ce qui compte. Et globalement, la découverte est plutôt intéressante, même si on sent beaucoup de contraintes dans ce que propose Peugeot. Cette face avant est particulière et je sais que certains d'entre vous vont pas apprécier, je sais que d'autres vont apprécier. Moi, ce que je note, parce que pour le moment, je n'ai pas totalement d'avis, c'est qu'il y a un combat qui est en place. Il y a quelque chose qui... j'ai l'impression qu'entre ce capot et cette face avant, c'est des éléments qui ont été pensés pas dans le même timing, ou comme si il y a eu une première face avant et ensuite ils ont dû faire des modifications qui nous amènent à ce compromis-là qui est un petit peu particulier. Quand sur l'arrière, on a un travail qui représente plus qu'on a déjà vu et qui est maîtrisé chez Peugeot, notamment à travers 408 et qui font que cette réalisation-là, même si elle est assez conséquente,
est plus maîtrisée et cette approche fastback fait du bien au 3008. Et honnêtement, on aurait voulu l'avoir plus tôt. Là, on arrive avec une nouvelle génération et à l'intérieur, c'est pas mal ce qui est proposé, même si, encore une fois, ils essayent de mettre beaucoup de choses dans un environnement qui est plutôt étroit et du coup, si vous êtes d'un gabarit plutôt costaud comme moi, vous allez vous sentir un petit peu enfermé. Et ce n'est pas ce qu'on demande à un véhicule de ce genre-là. Le but du jeu, si on fait des SUV, théoriquement, c'est pour respirer encore un peu plus. Et là, j'ai l'impression d'être plus, enfermé que dans une 508. Et c'est un peu problématique. Globalement, quand même, ça rafraîchit un petit peu le style et ça va faire plaisir à certains clients. Et surtout, 700 km d'autonomie sur un véhicule électrique comme ça, qui paraît si compact, c'est une belle performance si elle est réelle. Et dans l'ensemble, je dois le dire, malgré tout, il y a du taf. Il y a du taf. Et Peugeot évolue. Est-ce qu'ils évoluent dans le bon sens? Ça, c'est vous qui allez le définir et c'est le portefeuille des clients qui vont mettre de l'argent ici ou chez Renault. Parce qu'il faut le dire, de l'autre côté, on a un Scénic qui, dans un gabarit relativement similaire, offre beaucoup de choses, notamment plus de place à l'intérieur et un système multimédia qui me paraît clairement plus au point. Mais j'aime quand même la proposition, malgré les défauts que j'ai mis en avant. Parce que pour moi, c'est une voiture qui est faite de contradictions, mais c'est une voiture qui essaye de proposer quelque chose et de se renouveler, ce qui fait du bien. C'est la fin de la vidéo. J'ai mis toute mon énergie dedans. J'espère qu'elle vous aura plu. On finit à l'iPhone parce qu'on a brûlé les boîtiers, on a brûlé les voitures, on a tout brûlé. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez des likes si ça vous fait plaisir. Battons-nous pour que les constructeurs nous respectent et nous donnent du temps pour travailler dans de bonnes conditions. On filme à l'iPhone. On a un boîtier qui vaut 2500 € et c'est tellement la misère qu'on filme à l'iPhone pour terminer. Donc s'il vous plaît les constructeurs, respectez-nous et nous on donnera de l'amour à vos véhicules. Des gros bisous les potes, j'espère que ça vous a plu. Adrien, merci pour ton retour fulgurant et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace.